déplacés retournent chez eux, notamment les personnes du camp de Kanyaruchinya. Donc, selon votre point de vue, comment la situation justement humanitaire est-elle en train d'évoluer? Et il y a une autre question qui est en ce moment d'actualité, c'est quid du renouvellement du mandat de l'EAC pour une période de 3 mois, entend-on? Pensez-vous que cela sera suffisant pour justement pour régler le problème? Et ensuite, quid de l'état de siège qui aura bientôt 2 ans? Je vous remercie. Très bien. Merci. Pour commencer, les déplacés de guerre, la situation des déplacés de guerre reste toujours précaire. C'est vrai il commence à y avoir des retours, mais qui sont encore timides. Le retrait des terroristes du M23 se fait assez lentement. Donc, nous ne sommes pas encore à un rythme rassurant pour les populations qui, en ce moment, vivent dans des conditions infrahumaines. Donc, ce retour, je disais qu'il se fait timidement, mais nous espérons que dans les semaines à venir, il va s'accélérer. Pourquoi espérons? Parce que nous avons répondu à une lettre du secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est qui nous demandait pour la prolongation du mandat de la force régionale et qui faisait un certain nombre d'observations par rapport à cela. Nous sommes confiants que dans les jours à venir, ce processus prendra un rythme beaucoup plus rapide, dans la mesure où il y a la force angolaise qui va très bientôt se déployer pour suivre le processus de désarmement et de cantonnement du M23. Et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas que ce sera encore nécessaire de garder les forces qui composent aujourd'hui la force régionale. Donc, je parle de l'Ouganda, du Burundi, du Sud-Soudan et du Kenya. Parce qu'à ce moment-là, les forces du M23, le groupe du M23 sera précantonné, comme nous l'avons proposé, à Kichanga, où se trouve une base de la MONUSCO, et aussi une piste d'aviation, parce qu'après le précantonnement, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant en ce moment près de la ville de Kindu, où ils iront en cantonnement, et de là, nous les préparons donc à s'introduire dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Voilà, donc nous sommes dans cette dynamique. Nous n'avons pas de raison de penser que cela posera un problème, parce que, comme je vous l'ai dit, nous l'avons toujours clamé haut et fort, c'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda, parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Ça n'a rien à voir. Le FDLR, c'est une force résiduelle aujourd'hui qui n'est dangereuse d'ailleurs que pour la RDC, parce que ce sont devenus des coupeurs de route qui n'attaquent plus du tout le Rwanda et qui n'ont plus de revendications politiques contre le Rwanda. C'est plutôt pour des intérêts autres que ceux-là que le Rwanda nous a fait cette guerre. Et donc, si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Et là, j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que
nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociation politique avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est clair. Ce qui va se passer, c'est du désarmement et de la démobilisation tout simplement. Si ces gens sont congolais, ben, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Une autre question pour Monsieur Bercé. Elle est posée par Madame Rachel Kizita du magazine Actu 30. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En RDC, la Suisse est présentée comme un meilleur paradis fiscal. Ceux qui pillent leurs ressources, généralement en Afrique, trouvent mieux de garder leur argent et leurs avoirs en Suisse. Est-ce qu'après, il peut y avoir possibilité que cet argent soit rendu au peuple, notamment le peuple congolais, puisque nous faisons partie de ce cas-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le cas de la République démocratique du Congo? Mais merci pour cette question. Vous avez présenté la Suisse comme un paradis fiscal. Je dois vous dire, c'est pas l'impression que j'ai quand je paye mes impôts, personnellement. Mais ça, c'est une question tout à fait personnelle. Non, écoutez, c'est un pays, la Suisse, naturellement, qui a essayé depuis le départ d'avoir une position dans la compétition internationale qui est favorable. Et comment est-ce que nous avons fait cela? Tout d'abord, par les infrastructures, la formation, les capacités légales, dans le fond la stabilité légale et la prévisibilité du fonctionnement de l'État. Et nous avons avec cela réussi, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. On fête cette année les 175 ans de la Constitution fédérale suisse. Imaginez, ça a pris du temps depuis l'arrivée de la Suisse moderne. Ça prend du temps, mais enfin on a réussi à créer, je crois, une situation qui, sur le plan international, nous est effectivement assez favorable. Cela dit, sur le plan fiscal, nous nous lions évidemment aussi à tous les efforts internationaux pour garantir une fiscalité qui soit durable et qui soit acceptable. Donc il y a maintenant un très grand projet de l'OCDE qui impose au minimal aux grandes entreprises internationales. Nous avons naturellement tout préparé pour pouvoir appliquer ces décisions de manière précisément à éviter que la concurrence fiscale, dans le fond, détruise la base fiscale sur laquelle les États doivent aussi pouvoir se financer et fonctionner. La question des ressources et des sorties de ressources, je crois que c'est une question que nous ne pouvons pas régler, que chacun peut régler sur son territoire. Et naturellement, il s'agit ici, je pense, d'une responsabilité de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je le sais bien, on a pu en parler également hier et aujourd'hui, de manière à ce que l'extraction des ressources, l'utilisation de ces ressources suivent des règles qu'il appartient au pays souverain de déterminer et de fixer. Ensuite, s'il y a des choses qui se basent sur une base illégale ou s'il y a des montants ou s'il y a des moyens qui s'échappent sur une base illégale, il y a aussi là un cadre dans lequel on peut entrer en contact pour résoudre les problèmes. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé avec la République démocratique du Congo. Et la Suisse a, je crois, à chaque moment démontré non seulement sa volonté, mais aussi sa disponibilité sur la base du cadre légaux existant de travailler